Mesdames, Messieurs, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TEN TV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 26 septembre au sommaire de ce soir. 4,5 millions de kilomètres carrés désormais protégés. C'est officiel, l'arrêté a été adopté au Conseil des ministres. Teinui ATA, une nouvelle aire marine exceptionnelle. Objectif, préserver et gérer durablement les écosystèmes marins. Une première promotion pour la Polynésie française. 14 aides-soignantes pour le FENUA. Diplôme d'État en main, elles sont prêtes à rejoindre les établissements de santé. Tests sportifs, examen psychotechnique, entretien. Des volontaires se préparent à franchir les portes de la Légion étrangère. Pour en parler, nous recevons le lieutenant-colonel Jean-Philippe Dielangar, commandant du groupement de recrutement de la Légion étrangère. Il n'a que 12 ans mais vise déjà l'international. Léo a décroché une invitation pour les mondiaux U12 de tennis de table en Angleterre. Portrait de ce jeune pongiste prometteur à découvrir en fin d'édition. C'est officiel, la Polynésie bénéficie d'une aire marine désormais protégée. Une avancée majeure concrétisée par un arrêté adopté en Conseil des ministres après la promesse faite à l'ONU. Reste à définir les outils de gestion et les accords juridiques. Plus de précisions avec Nicolas Pérez, Tauhiti Toniomusan et Hoanui Atuahiva. Un tournant décisif. Tel est en substance le contenu de l'arrêté gouvernemental créant officiellement les aires marines protégées. À l'intérieur de cet arrêté, maintenant, est bien proscrit, interdit l'exploitation des fonds sous-marins, sont interdits également l'utilisation des DCP dérivants, chose qui était déjà le cas pour nos pêcheurs hauturiers, et également la mise en place d'aires marines protégées de catégorie 1, c'est-à-dire une forte préservation, protection de la nature, de l'environnement sur les îles de la Société, à l'ouest de Maupiti, et une aire marine protégée de catégorie 2 au niveau des Gambiers, qui est attenante en fait à l'aire marine protégée de Pitcairn. Si la protection des ressources halieutiques est une priorité, une levée de bouclier des mers des Marquises concernant les zones de pêche réglementées avait agité les débats. Ce que nous demandons, c'est une zone de pêche réservée à la pêche artisanale de 30 000 nautiques pour les pirogues, les bomitiers et les potimarala, et interdit aux thoniers. On ne veut pas de pêche industrielle près de nos îles, pas de pêche à la palangre. Nous voulons que les hauts fonds soient protégés. Du côté des armateurs, les efforts ont été faits pour garantir cette protection des ressources. C'est 1 100 000 km² d'espace naturel protégé, dans une grosse partie de zones notées, comme on dit, donc quasiment 20% de la zone économique exclusive de la Polynésie française. On peut voir que concrètement, ceux qui ont fait des sacrifices, c'est les pêcheurs hauturiers polynésiens, et uniquement eux. Ce sacrifice représenterait une perte de 5% des zones de capture annuelles. Les pêcheurs hauturiers déclarent rester attentifs à l'évolution de cette réglementation. Pour ce pêcheur côtier, cette annonce est une bonne nouvelle. Il dénonce néanmoins la prolifération de dispositifs de concentration de poissons dérivants qui poussent les bancs de poissons hors de nos eaux. C'est pas un souci de rahouiller un peu les zones, mais après, je pense que c'est surtout les bateaux de l'extérieur qui jettent un peu trop. Parce que si un bateau, ils peuvent jeter déjà 200, alors s'il y a déjà 50 bateaux qui sont pas dehors à jeter 200 DCP dérivants, on ne va pas s'en sortir si nous on veut faire une protection pour les ressources, quoi. Les mesures visant à protéger notre ZEE devraient être dévoilées en juin 2026. La justice avec cette affaire qui met en lumière la gestion des déchets dans les atolls. La commune de Makemo et son maire étaient jugés ce matin pour des atteintes à l'environnement, notamment le stockage de batteries dans la décharge publique. Le maire a été reconnu coupable mais dispensé de peine. La commune, elle, écope de 350 000 francs d'amende avec sursis. Le maire de Makemo, Félix Tokorani, est au micro de Sam Teinaure. Nous avons démontré par A plus B que la commune n'a pas à déverser des produits nuisibles, en l'espèce des batteries, à l'intérieur du lagon de la commune de Makemo, sous prétexte de polluer l'ensemble du garde-à-manger de la population de Makemo. Ça, c'est un premier point. Et celle-là a été rejetée par le tribunal, puisqu'il n'y a pas de preuve qui constitue l'élément
de l'infraction. Puisqu'il y a une société qui est descendue sur Makemo et qui a fait les études. À aucun moment les études n'ont démontré une pollution des eaux et surtout en l'espèce de la mer. Le deuxième point, il est reproché à la commune de Makemo de ne pas faire d'autorisation pour exploiter sa déchetterie. Je prends le pari dans toutes les communes des Tuamotu et au-delà des Tuamotu, il n'y a aucune autorisation qui sorte de la Polynésie, puisque pour demander un terrain présumé domanial pour mettre en place les déchets des communes de Polynésie, il faut un plan de gestion des déchets municipaux, chose que nous avons fait. Donc on a démontré, sauf que le tribunal a retenu quelque part qu'il y avait constitutif, puisque la commune n'a pas fait d'autorisation, mais ne retient pas de peine à l'encontre des populations de Makemo. Foncier, emploi et réorganisation des services publics, les chefs d'entreprise étaient réunis ce matin à FAA pour l'Assemblée générale de la Confédération des petites et moyennes entreprises. L'occasion aussi d'évoquer la réforme du régime des non-salariés et les grands projets stratégiques du pays. On fait le point avec Jeanne Tinoroa et Moeho Timiona. Chefs d'entreprise, élus municipaux, représentants de services de formation ou encore associations, le public était nombreux et varié pour échanger sur les problématiques du moment. Mais étonnamment, c'est le foncier qui a concentré la plupart des débats, une problématique majeure pour les entreprises, mais aussi pour les communes. Les ateliers relais, qui pouvaient constituer une solution, se font de plus en plus rares. C'est déjà important depuis un certain nombre d'années. Les entreprises qui s'installent dans une commune, effectivement, c'est des rentrées aussi de finances pour les communes. Et ça veut dire aussi qu'il faut que la commune ait des fonciers pour pouvoir les aider. Sauf que des fois, il y a des communes qui n'ont pas de foncier du tout. C'est le pays qui a des fonciers, il y a des affectations qui se font. J'ai une école de massage, donc je forme du coup des masseurs qui après s'installent à leur compte. Et c'est vrai que les problématiques qui ont été soulevées sur le foncier, sur les ateliers reliés qui disparaissent, donc s'il n'y a pas de locaux, ils peuvent pas, alors si, ils peuvent faire du domicile et aller chez les gens, mais au final, une entreprise, c'est aussi de massage notamment, avoir son local et recevoir la clientèle chez soi. Mais s'il n'y a pas de locaux disponibles, ils font comment ? Autre sujet sensible, la réforme du régime des non-salariés. Le président de la CPME, Christophe Plé, est revenu sur les contours de ce texte adopté récemment par l'Assemblée de Polynésie. La CPME va faire un recours contre ce texte. C'est en cours de constitution, il sera déposé avant la date limite de dépôt, sur beaucoup d'angles. Mais visiblement, nous ne sommes pas les seuls à faire un recours contre ce texte, voilà, qui est la mise en place d'un impôt. Un impôt sur le revenu de la part du gouvernement, il faut le rappeler. Grands projets gouvernementaux, décentralisation des services publics, développement sur la presqu'île, autant de thèmes abordés. La rencontre s'est conclue par une décision unanime, renforcer les échanges directs avec les maires afin de rapprocher les besoins des entreprises et les réalités du terrain. Elles sont 14 et marquent une première dans le paysage médical polynésien. Les toutes premières aides-soignantes diplômées d'État du Fénois viennent d'achever leur formation. Une profession recherchée et une promotion symbole d'un nouvel élan pour la santé en Polynésie. Laure Philibert et Matei Horei. Elle constitue la première promotion d'aide-soignante du Fénois. Ces 14 femmes, qui pour la plupart ont déjà un parcours professionnel, n'ont pas hésité à retourner sur les bancs de l'université pour découvrir un nouveau métier. On avait nos nuits blanches, on avait nos révisions et le retour sur les bancs de l'école, ça n'a pas été facile. Le trajet aussi, laisser sa famille et venir ici en formation sans compter le nombre de fois où on allait en stage et puis voilà. Ça n'a pas été facile, mais je suis fière quand même de nous. Il n'y a pas de bourse pour les personnes de plus de 30 ans. Ça veut dire que il fallait chercher des solutions, il fallait gratter un peu. Et puis voilà, et puis après, quand tu veux, tu cherches. Tu cherches et tu trouves. Malgré les difficultés qui ont émaillé cette première année de formation, la convention État-pays a fini par être entérinée. Le cursus sur 1 an suscite l'intérêt des étudiants
La deuxième promotion vient de faire sa rentrée. L'année dernière, il y a eu 150. Cette année, on a remis ça et il y en a toujours autant, il y a toujours eu autant de demandes. Donc, on peut dire que la sélection est sévère, il faut le dire. L'année dernière, on en a eu 15. Cette année, au niveau AS, on en a 40 qui sont rentrés. On aurait dû rentrer en septembre dans les locaux de Mathilde Frébeau, mais c'est reporté que de quelques mois et on sera très content d'y aller en janvier. Les locaux sont magnifiques. Pour Mayana, le métier d'aide-soignante est une vocation qui traverse les générations. Ça a toujours été quelque chose pour moi d'ancré, on va dire, dans les gènes, parce qu'il faut savoir que ma grand-mère était infirmière, j'ai des tantes qui sont infirmières, et je pense un peu c'est une vocation qu'on a. J'espère pouvoir travailler à Fakahina, l'île de ma grand-mère, ou aux Australes, à Rapa, l'île de mon mari. Autre diplôme d'État particulièrement prisé, celui d'infirmier. Les 15 élèves de la promotion 2024 poursuivent leur cursus. 20 nouveaux entament leur formation. Un soulagement pour les établissements de santé qui ne manquent pas de postes à pourvoir. Cap sur un autre parcours, celui de la Légion étrangère. Chaque année, ils sont des milliers de volontaires venus du monde entier à tenter leur chance. En Polynésie aussi, des jeunes se préparent à passer les tests de sélection avec l'espoir d'intégrer cette unité d'élite. Notre journaliste Hotuari Kolombani est allé à leur rencontre. Ils sont jeunes, motivés et veulent rejoindre l'une des unités les plus emblématiques de l'armée française, la Légion étrangère. Depuis plusieurs semaines, une session de recrutement bat son plein à Tahiti. Il faut avoir la forme physique. Okay? Un légionnaire se traîne tous les jours. Okay? Il y en a qu'il faut s'améliorer encore. Première étape du processus, réussir des épreuves physiques exigeantes, l'endurance, la force et la discipline sont scrutées. Donc pour recruter, il y a plusieurs conditions. Donc c'est les conditions administratives bien sûr. Et très important, c'est les conditions physiques. Donc là, on fait le test Luc Léger. Okay, c'est pour permet d'évoluer un peu l'endurance. Ensuite, pareil, il faut avoir un peu de bras. Donc on fait le test de traction. Mais la sélection ne se limite pas au physique. Tests psychotechniques et entretiens permettent d'évaluer la personnalité et la motivation de chacun. Bien sûr, intellectuel. On a un test, on appelle ça légionnaire. C'est le test psychotechnique. Pour évaluer un peu le niveau intellectuel de chaque candidat. Pour beaucoup de Polynésiens, la Légion est une chance de repartir à zéro, de voyager, d'apprendre un métier et de s'engager à servir sous les couleurs françaises. Oui, enfin, je suis prêt, ça fait un bon moment que j'attends. Du coup, oui, je suis prêt d'aller, de passer un autre cap. Voilà. Comme ils ont dit, il faut bien réfléchir avant de vouloir choisir. Du coup, on prend en compte des conséquences et tout. Après, comme nous aussi, on n'y peut rien et tout. Du coup, pourquoi ne pas tenter malgré les conséquences? Bien sûr, c'est pour ça que nous sommes là. Parce que les Polynésiens correspondent un peu au caractère d'un bon légionnaire. Le Polynésien est robuste et l'esprit guerrier, c'est qu'on cherche à la Légion étrangère. À l'issue de cette sélection, les candidats retenus seront envoyés en métropole pour poursuivre le processus. Encore un long chemin avant de pouvoir enfin porter le célèbre képi blanc. Pour en parler ce soir, nous recevons le lieutenant-colonel Jean-Philippe Dielangar, commandant du groupement de recrutement de la Légion étrangère. Bonsoir. Yorana, bonsoir. Alors tout d'abord, quel est le motif de votre visite ici en Polynésie ? Alors le motif, il est assez large. D'abord, je suis venu contrôler mes équipes, puisque je dispose d'une dizaine d'équipes en France métropolitaine et outre-mer qui s'occupent du recrutement tous les jours de la semaine et tout le long de l'année. Et donc, c'était important que je puisse leur rendre visite un an après que j'ai pris le commandement. La deuxième raison pour laquelle je viens, évidemment, c'est pour leur apporter aussi mon appui, connaître les autres interlocuteurs de l'insertion, de la formation, du recrutement en Polynésie pour mieux coordonner nos efforts. Et justement, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la Légion étrangère et son rôle ? Alors, la Légion étrangère est une formation qui appartient à l'armée de terre. Environ 9000 hommes, un peu moins de 10% en fait des effectifs de l'armée de terre. Et l'armée de terre, en fait, la Légion étrangère, au sein de l'armée de terre, accomplit exactement les mêmes missions que les autres formations. La seule différence, mais c'est bien qu'elle est étrangère. Et donc, la Légion étrangère bénéficie d'un statut particulier, puisqu'elle enrôle des étrangers qui ont décidé de servir la France avec honneur et fidélité. Et combien de volontaires, justement, se présentent chaque année ?
Alors on a beaucoup de monde qui vient aux portes de nos unités. Environ 8000 personnes par an viennent tenter leur chance. Et en fin de série, généralement, on sélectionne 1 sur 4 candidats. On a vu qu'il existait plusieurs étapes. Qu'est-ce qui est le plus déterminant? Est-ce que c'est le mental ou la condition physique? Alors je sais tenter de dire les deux. En fait, il est important que les garçons qui viennent s'engager à la Légion étrangère soient équilibrés. C'est pour ça qu'on leur propose des tests qui vont d'abord déterminer qu'ils sont en bonne condition physique. Mais ce seront aussi des tests qui prouvent aussi leur détermination à rejoindre nos rangs. Ensuite, les tests psychotechniques et les entretiens d'évaluation sont quand même assez importants. Et puis aussi, évidemment, quelques tests qui sont propres, notamment des entretiens de sécurité, pour simplement vérifier que les hommes qui viennent s'engager à la Légion étrangère remplissent toutes les conditions. Donc, test physique, conditions médicales, conditions administratives, et puis bonnes conditions physiques générales. Voilà. Et qu'est-ce qui pourrait encourager un candidat à intégrer la Légion étrangère? Je crois qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui donnent envie de rentrer dans les armées. On voit qu'en Polynésie, il y a des tas de jeunes gens, et de jeunes filles d'ailleurs, qui sont déterminés à être utiles, qui veulent s'engager. Donc l'engagement dans les armées en fait partie. Et donc la Légion étrangère, qu'est-ce qu'elle offre de particulier par rapport à un engagement dans l'armée de terre? C'est simplement le fait aussi d'être avec des étrangers. Et comme la Légion, elle est composée donc d'étrangers sous commandement français, il y a un style particulier, un style de commandement, une mentalité particulière, un esprit de famille, un esprit aussi de rigueur, un esprit de cohésion qui est vraiment déterminant. Donc on retrouve là un peu l'esprit Taoé que vous connaissez bien, qui est un esprit d'unité sous le drapeau français avec 150 nationalités. Et c'est une promesse au moins d'une belle aventure humaine. Et une fois incorporé, qu'est-ce qui attend le jeune légionnaire? Alors déjà, le jeune légionnaire, il va mettre une quinzaine de jours de sélection. Et donc il va arriver à Castellodari, dans l'Aude. Et là, il va rentrer sur une période d'instruction de 4 mois. Et dans ces 4 mois, il y aura 2 mois de formation en ferme. Qu'est-ce qu'il apprendra? Les rudiments du métier militaire. Porter correctement sa tenue militaire, marcher au pas, utiliser son arme, et surtout apprendre les rudiments de l'entrée de Légion. Le point particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme on a beaucoup de nationalités différentes et que la Légion est une unité française, il faut apprendre le français. C'est là que c'est important d'avoir des jeunes gens qui participent justement eux-mêmes à l'apprentissage du français de leurs camarades étrangers. Et aujourd'hui, beaucoup de Polynésiens s'inquiètent de l'entrée de la France dans la guerre russo-ukrainienne. La Légion est souvent appelée à être en première ligne. Est-ce que vous comprenez ces craintes? Alors, je ne vais pas vous brosser un tableau stratégique, parce que je ne suis pas du tout fondé à parler de ça. Ce n'est pas mon métier. En revanche, je peux vous dire 2 choses. La première, effectivement, c'est que le monde ne va pas très bien. Enfin, tout le monde on le voit suffisamment en ouvrant la télévision. Et nous, on pense que pour répondre aux crises qui viennent ou qui viendront, de toute façon, il faut des jeunes gens, des jeunes filles qui sont déterminés à être utiles pour la société. Et donc, quand on veut s'engager, dans les armées, c'est qu'on est déjà prêt un jour, s'il le faut, en cas de besoin, à utiliser la force pour défendre les Français, pour défendre la France, ses intérêts. Et donc, en fait, Légion ou pas Légion, en fait, c'est un petit peu la même chose. Le deuxième point qui est lié, c'est, comment dirais-je, quand on veut embrasser le métier des armes, eh bien, on se donne tout. Et la Légion étrangère, en fait, ça offre la possibilité à des jeunes Polynésiens, justement, d'avoir un engagement qui est beaucoup plus large. Voilà. Merci beaucoup, colonel Dieu Langard, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.
Il n'a que 12 ans, mais a déjà un coup droit percutant. Léo, jeune pongiste tahitien, s'envole bientôt pour Sheffield, en Angleterre, où se tiendront les championnats du monde en octobre prochain. Une première expérience internationale pour ce prodige. Retour sur son parcours et ses ambitions avec Oriano Tefao et Heymanu Manuthei. En quelques mois, Léo a multiplié les performances. D'abord en Nouvelle-Zélande, puis en Nouvelle-Calédonie où il a signé une 3e place aux Océania Espoir. Une prestation qui lui a ouvert les portes du mondial grâce à une qualification très convoitée parmi plus de 50 demandes. Il a été qualifié parce qu'il a participé aux Oceania Hopes qui se sont déroulés donc en Calédonie où il a réussi à arriver 3e. Il a perdu, le seul match qu'il a perdu donc c'est contre le meilleur joueur néo-zélandais où il perd en demi-finale. Le fait qu'il ait été sélectionné pour avoir une wildcard, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et le jeune pongiste ne se contente pas de briller à l'international. Le week-end dernier, il a même remporté le critérium de Tahiti face aux adultes. Ouais, là franchement, on peut dire qu'il n'y a plus rien qui m'arrête parce que j'aime bien ce sport et j'ai envie de continuer et pas lâcher. Du coup, je fais toutes les compétitions. Une progression rapide pour un joueur qui n'a commencé qu'en 2021. Son point fort, le coup droit, associé à un service solide et un mental qui s'affirme au fil des tournois. Maintenant, comment je sens, je me sens bien et j'espère que je vais pouvoir faire une bonne progression durant ce stage. Non, pas trop de pression et j'ai essayé de m'adapter le plus vite possible pour vraiment profiter. Avec 17 heures d'entraînement par semaine et une expérience grandissante, Léo aborde ce défi mondial sans complexe. Et à 12 ans, le pongiste tahitien prouve déjà qu'il a l'étoffe pour rivaliser avec les meilleures nations. Côté météo, les îles du vent, notamment Tahiti et Moorea, viennent de passer en vigilance orange. De fortes pluies ont déjà touché Papara, Paperai et Teahupo, jusqu'à 60 mm relevés en 2 heures. Météo France invite la population concernée à faire preuve de prudence et à limiter les déplacements. Pas de sortie en montagne ni en mer. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Taatatumu, puis là, c'est au cœur des discussions dans Débrief. À 20h30, retrouvez Mask Singer. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV. Je vous retrouve demain dès 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.